Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, je vous rappelle que nous avons changé d'horaire, nos débats commencent désormais à 10h, les médias à 11h30, on va recevoir le patron des divertissements d'M6 pour parler du doc événement sur Céline Dion qui sera diffusé ce soir, mais place au débat avec aujourd'hui Alexandra Spinner. Bonjour, vous êtes enseignante déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Bonjour Kevin. Brice Sokol, politologue, essayiste, et vous avez publié avec Frédéric Dabi Parlons-nous tous la même langue, qui est paru aux éditions de l'Aube. Et on peut se poser très sérieusement la question. À lire absolument. Oui, et Éric Revel, journaliste, éditorialiste à Sud Radio. On vous retrouve dans le grand matin. Votre horaire a changé à vous aussi. Ah bah oui. Vous venez un petit peu plus tard. Je suis un boomer, comme dirait François Bayrou, je me lève un peu plus tard. Et puis, vous savez que désormais, vous pouvez aussi réagir en direct avec nous, 0826 300 300, nous appeler pour nous donner votre avis, pour nous interpeller éventuellement. On va parler de cette rave party qui ne cesse d'interroger par son nombre, par l'impuissance de l'État une fois de plus. Faut-il en faire un délit comme en Italie? La taxe foncière, alors moi j'ai reçu ma taxe foncière hier, on peut s'interroger là aussi si les propriétaires sont devenus des vaches à lait, les fast-food, faut-il réguler leur installation? Bref, beaucoup de sujets, et puis évidemment sujet politique comme l'a évoqué Jean-François Achillis sur une présidentielle anticipée, c'est ce qui bruisse d'un petit peu partout, voilà. Alors le mot du jour pour moi c'est la honte qu'il n'y ait plus, qu'il manque toujours d'AESH, c'est-à-dire d'aide scolaire pour les enfants en situation de handicap. Ça fait 30 ans presque que je fais de la télévision, 20 ans que je fais des rentrées scolaires sur des chaînes d'infos, et 20 ans qu'on a, enfin et même plus longtemps, qu'on a ce problème et qu'il manque toujours d'aide pour les enfants en situation de handicap. Et je trouve que c'est absolument scandaleux qu'aujourd'hui, dans un pays comme la France, on n'arrive pas à recruter des aides pour ces enfants handicapés. Quand j'ai revu cet article ce matin, je me suis dit que c'était qu'il fallait en parler. On ne nous donne aucune solution, disent ses parents. Kevin, vous aussi, vous êtes dans l'enseignement depuis un petit moment. Je suis parfaitement d'accord avec vous, et on nous parle tout le temps d'école inclusive, sauf que quand vous êtes sur le terrain, vous voyez le divorce qu'il y a entre le discours soi-disant républicain, égalitariste, et la réalité des choses, avec des gamins qui ont besoin d'une AESH qui n'en ont pas, ou parfois même pour demander un ordinateur, parce qu'il y a des gamins qui ont du mal notamment à écrire à la main, mais parfois c'est 1 an, 2 ans, 3 ans d'attente, avec des AESH parfois qui viennent, qui sont aussi payés au lance-pierre, avec des emplois du temps qui sont impossibles. Donc on se retrouve avec une éducation nationale qui creuse davantage les inégalités alors qu'elle est censée les résorber. Et en effet, c'est un échec. On pourrait parler également du manque de professeurs, parce que certains élèves n'ont pas de professeurs devant les classes. Voilà, c'est la tragédie de l'éducation nationale, mais ça, c'est un roman. Hein. Oui, mais c'est vrai que... Oui, Alexandra Spinner. Je crois que d'abord, on réclame ça depuis des années, mais il faudrait un vrai statut pour les accompagnants AESH. C'est ça aussi le sujet, c'est qu'ils sont en espèce dans un vide juridique complet, donc on ne sait pas tout à fait à quoi correspond cette profession, et c'est ça aussi le sujet. Si on voulait vraiment prendre l'école inclusive à bras-le-corps et proposer des vraies solutions, on donnerait à ces personnes essentielles dans le dispositif de l'aide aux enfants en difficulté un vrai statut. Oui, et c'est la désolation pour les parents. Et là encore, on se demande où sont les priorités des différents gouvernements. Je ne sais pas, Éric. Bah oui, je pense que les rentrées scolaires se suivent et se ressemblent. Valérie, vous parliez de votre expérience pour en avoir commenté quelques dizaines. Oui, c'est évident. Et vous voyez, Madame Borne qui nous expliquait qu'elle n'y connaissait rien. En gros, c'est ce qu'elle avait dit. Hein. Bon, alors ça donnait l'écho à ce qu'avait dit le président de la République en disant soyez des amateurs et soyez-en fiers, vous voyez. Bon, quand je vois Madame Borne, si vous voulez, qui préfère entamer un débat pour cacher la misère de cette rentrée scolaire sur faut-il écrire le mot femme sur le fronton du Panthéon, alors qu'il manque 2500 profs, je crois que c'est le chiffre, 2500 profs,
ou enseignants, alors qu'on a quand même une bureaucratie absolument hallucinante au ministère de l'Éducation nationale. Je crois qu'il y a 300 000 postes administratifs de mémoire. Bon, voilà, donc c'est un échec supplémentaire. Alors, je peux bien croire que l'éducation nationale est devenue le réceptacle de la société avec toutes ces violences, avec toutes ces fractures, etc. Mais en réalité, l'école de la République vit un effondrement depuis des années et des années et des années. Je parle même pas simplement du niveau scolaire, Valérie. Je parle des violences qui sont commises. Enfin, on a tous commenté cela ici et ailleurs. Voilà, et puis les gens de gauche qui donnent des leçons à la terre entière, en général, comme Monsieur Papendaï, ils préfèrent mettre leur enfant dans l'école privée que voilà. Mais le grand responsable pour moi, c'est quand même le président de la République. Je vais vous dire pourquoi. Parce que en réalité, je me mets aussi à la place des enseignants. Ils doivent en être à 6 ministres de l'Éducation nationale. Quand vous passez de Monsieur Papendaï à Monsieur Blanquer, vous voyez, c'est pas tout à fait la même politique et pas tout à fait la même idéologie. Mais qui nomme ces ministres? C'est le président de la République. Donc ces espèces de zigzags, de tête à queue en permanence pour les enseignants, c'est complètement déstabilisant et l'éducation nationale n'a pas besoin de ça. Je parle sous ton contrôle, Kevin, mais je pense que c'est tellement hallucinant cette succession de ministres de l'éducation nationale qui sont les uns et les autres en contradiction que finalement la plupart des enseignants finissent par se soustraire aux directives qui leur sont soumises parce que c'est impossible à suivre en réalité. Oui, c'est ça. C'est impossible à suivre. Oui, non, mais c'est ça, par exemple. Alors Brice, peut-être Brice. Non, mais moi, nous, c'est le constat qu'on avait fait avec Frédéric l'année dernière, c'est-à-dire que une des priorités ou la priorité pour 95% des Français, c'est l'éducation nationale. Voilà, ça fait 20 ans qu'on le dit. Aujourd'hui, les Français l'expriment. Personne n'en parle, les politiques n'en parlent pas. Et c'est vrai que c'est un peu le marronnier chaque année à la rentrée. Alors oui, comme vous le disiez justement, l'éducation nationale, c'est le réceptacle de tous les maux de la société aujourd'hui, en termes de transmission des savoirs, en termes de sécurité, sur le plan de la laïcité. Moi, j'aimerais qu'on s'arrête un temps sur le plan de la laïcité. Enfin, on a tous été traumatisés par Samuel Paty, par Bernard, et on a trouvé quand même une éducation nationale et des hommes politiques assez faibles pour soutenir ces enseignants-là. La laïcité, quelque chose d'important, et qui a été là aussi, qui est aujourd'hui encore le parent pauvre et oublié de l'éducation qui se veut républicaine. Ça devrait être aussi une priorité aujourd'hui. Pardonnez-moi, et je rajoute quand même aussi la responsabilité des syndicats de l'éducation nationale, parce qu'à chaque rentrée, moi je sais, je suis pas assez compétent, il y a des réformes qui sont mises en place. J'ai jamais entendu un syndicat de l'éducation nationale nous expliquer que c'était une bonne chose. C'est toujours des mauvaises choses. Alors ils se plaignent, ils ont sans doute raison en interne de pas savoir où ils vont, mais quand on leur propose des choses, les syndicats montent au créneau pour expliquer que non, c'est pas la bonne réforme, qu'ils vont se mettre en grève et que ça va pas continuer comme ça. Mais Eric, je crois que alors, pardon Kevin. Non mais Eric, tu as tout à fait raison. Je veux dire, mais on pourrait parler également de certains professeurs qui font de l'idéologie dans les établissements scolaires et qui sont souvent syndiqués. Par exemple, on l'a vu avec les groupes de niveau. C'était une réforme plutôt bonne qui permettait de faire avancer chaque élève en fonction de ses compétences, en fonction de ses acquis. Et ce dispositif, dans beaucoup d'établissements, a été sapé puisqu'on a reproduit finalement des classes hétérogènes parce qu'on ne voulait pas trier les élèves. Autre chose sur l'inapplicabilité des mesures. En effet, on l'a sur, par exemple, l'interdiction du portable. C'est interdit depuis... Moi, je suis tombée de ma chaise hier quand j'ai entendu Elisabeth Borne, qui était interviewée sur une autre radio et à qui on posait la question. Donc, à la rentrée, plus de portable. Elle a dit, ah ben non, pas à la rentrée, d'ici la fin de l'année. Mais pourquoi mais surtout, est-ce que vous imaginez déjà... Pardon. Kevin. Non, mais regardez, c'est interdit depuis 2018. Si ça n'a pas été appliqué, c'est parce que c'est inapplicable. Que dit Madame Borne? Que ça sera au chef d'établissement de trouver la bonne astuce pour interdire les portables. On sait très bien que c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué et c'est quelque chose qui est impossible. Et enfin, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Brice. C'est la promesse républicaine qui est remise en cause. Et c'est l'une des causes du mouvement des Gilets jaunes. Il y a beaucoup d'ouvriers qui se disaient, bon, nous, on a un métier compliqué, etc., mais on investit dans l'éducation. On est derrière nos enfants. Ils iront à l'université, sauf qu'aujourd'hui, l'ascension sociale n'existe pratiquement plus. Et c'est cette entorse-là qui crée une colère dans ce pays et des gens qui ont l'impression, finalement, d'être assignés à résidence sociale. Et ça, c'est très dangereux pour le pacte républicain et pour la cohésion sociale. On est le pays, on est le pays d'Europe où l'ascenseur social via la scolarité est le plus faible. Bien sûr. Non mais c'est un truc de dingue. En fait, l'école républicaine, c'est un peu comme l'hôpital, c'est un peu comme la sécurité. Ce sont des pans entiers qu'on a délaissés depuis 30 ans. Bien sûr. Et qui aujourd'hui devraient être une priorité de nos politiques. S'il y a 3 sujets
que les politiques devraient traiter aujourd'hui, c'est l'éducation nationale, c'est l'hôpital et c'est la sécurité. Mais regardez le dossier du Parisien hier sur l'école publique. Plus personne ne veut aller dans l'école publique. Quand vous regardez dans les écoles privées, vous avez une population qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans ce type d'établissement. Peut-être, Alexandra, sur le décrochage scolaire aussi. Alors, on est parti du handicap, je voudrais quand même insister. Alors, sur ces... Il y a un exemple qui est donné, une proviseure qui a une AESH, donc une assistante de vie scolaire pour 11 enfants. 70% des AESH ont moins de 12 heures de cours par semaine et le nombre d'élèves, c'est la Cour des comptes qui donne ce chiffre, en situation de handicap a triplé en 20 ans, sans que les solutions ne suivent. Donc, en réalité, le sujet, c'est aussi le temps méridien. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de familles qui sont obligées de venir récupérer leurs enfants pendant ce temps où finalement on ne sait pas très bien qui a la charge de ces enfants. Il y a eu une loi qui amène le transfert à l'État de ce temps-là et de la prise en charge financière, mais on voit bien que l'application concrète et réelle ne se fait pas. Ouais. On va marquer une toute petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio et on va vous écouter également sur vos coups de cœur, vos coups de gueule. Appelez-nous si vous êtes concernés par l'absence d'enseignants pour vos enfants, que ce soit des enfants en situation de handicap ou pas, mais c'est vrai qu'il manque, je le rappelle, 2000 enseignants. On est en France, qui était la 5e puissance mondiale, je le rappelle. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons radio. Le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. Vous savez que vous pouvez intervenir à tout moment sur l'antenne de Sud Radio. Également réagir sur le Facebook. On relaiera vos commentaires. On est avec Alexandra Spinner, Kevin Bossuet, Brice Sokol et Eric Revel. Alors on va peut-être voir ce qui aura retenu votre attention dans l'actualité, Kevin. C'est un coup de gueule, évidemment, par rapport à ce qui s'est passé à Varsovie dimanche dernier. Vous avez un artiste israélien, David Dor, qui a été agressé sur scène par une militante pro-palestinienne qui s'est levée, qui a jeté de la peinture sur le chanteur et qui a voulu aller sur scène, mais qui a été empêché par la sécurité. Et l'artiste a été traumatisé puisqu'il a dit que ça lui a fait penser, ces taches rouges, ça lui a fait penser aux images du 7 octobre. Et je trouve qu'il se passe en Europe quelque chose de véritablement putride, avec tous ces appels au boycott d'artistes israéliens, des gens qui manifestent devant des salles de concert parce qu'il y a un artiste israélien qui est là, ou encore des pétitions sur Internet. Moi, ça m'effraie énormément. On l'a vu récemment en Belgique avec le chanteur Amir, avec des artistes qui ont boycotté le festival des Francopholies de Spa, tout simplement parce que le chanteur israélien, et là, il y a une pétition qui est en cours pour protester contre la venue d'un artiste israélien à Paris. Et puis on a vu également il y a quelques semaines notamment un festival à Barcelone boycotté par certains artistes parce que le festival était censé défendre la cause israélienne. Et regardez tout ce qui s'est passé cet été. On a l'impression finalement que les Juifs ne peuvent plus, parce qu'on dit les Israéliens, mais la vérité c'est que ce sont les Juifs. Les Juifs ne peuvent plus chanter, les Juifs ne peuvent plus se divertir, les Juifs ne peuvent plus voyager. On l'a vu notamment avec tous les problèmes liés à Vueling. Les Juifs ne peuvent plus se divertir. On l'a vu avec le fameux parc de loisirs interdit aux Israéliens. Ils ne peuvent plus aller à la synagogue en toute quiétude. J'ai l'impression qu'il y a un retour des heures sombres de l'histoire. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'on est en Pologne, dans un pays où la Shoah a fait des ravages. Plus de 3 millions de Juifs ont été assassinés. On est à Varsovie, à 80 km de Treblinka, camp d'extermination qui a vu entre 700 000 et 900 000 Juifs exterminés. Et maintenant, on s'en prend même à la mémoire des Juifs. On l'a vu avec l'Olivier d'Ilan Halimi, on l'a vu avec tous ces tags sur le mémorial de la Shoah et le mémorial des Justes. Et j'ai l'impression qu'on ne prend pas conscience des choses. L'histoire se répète, l'extrême gauche acquiesce, la gauche se tait, les Juifs se font agresser en silence et finalement il n'y a rien. Donc je sais qu'on rabâche, mais il se passe quelque chose en Europe qui est extrêmement grave et j'aimerais bien que nos dirigeants en prennent conscience et que Monsieur Macron en prenne conscience parce que je le trouve très mou sur cette question. Macron, il doit faire la promotion de ce jeu japonais, il a autre chose à faire. De toute façon, Monsieur Macron a failli dans la lutte contre l'antisémitisme le jour où il a refusé de participer à la marche contre l'antisémitisme. Et depuis,
toutes ces interventions, toutes ces démarches n'ont fait que nourrir l'antisémitisme rampant qui ravage notre société. Moi, j'étais à l'étranger cet été, et ce qui m'a marqué en France, c'est ce que tu viens de rappeler, ce sont l'ensemble de ces actes antisémites. Ouais. C'est insupportable, comme tu le disais justement. Moi, je ne comprends pas que les pouvoirs publics ne prennent pas conscience, et notamment le président de la République, n'agissent pas. Il tire toujours à U et à Dia. On l'a vu depuis le début du 7 octobre, il n'est pas allé à la manifestation. Après, il reçoit Brahim Corsia à l'Élysée. Je ne comprends pas les zigzags d'Emmanuel Macron sur cette thématique. Il reçoit Brahim Corsia à l'Élysée pour une manifestation religieuse qui n'avait pas sa place à l'Élysée. C'est ce que je veux dire, c'est que il est toujours à contre-temps. Voilà. C'est pour ça qu'il faut arrêter de l'appeler le maître des horloges. Il faut l'appeler le maître du contre-temps. Parce qu'en général, Emmanuel Macron, sa politique, quand on regarde avec un peu de recul, c'est je fais une connerie et je répare en faisant une autre connerie. Et sur un sujet aussi violent que celui de la montée de l'antisémitisme, vous avez tout à fait bien résumé la chose, Brice. Il refuse ou il ne va pas, il envoie juste un petit mot pour la fameuse marche contre l'antisémitisme. Il dit « je serai avec vous par la pensée et le cœur ». Mais on avait quand même Gérard Larcher, on avait la présidente de l'Assemblée nationale, on avait Nicolas Sarkozy et on avait François Hollande. Absent incroyable, Emmanuel Macron. Et derrière, parce qu'il se dit peut-être, il va demander au grand rabbin de France de venir fêter Hanouka à l'Élysée. Mais là aussi, énorme erreur. Mais alors c'est quoi ? Pourquoi parce que quand vous êtes le président d'une république laïque, vous ne pouvez pas donner l'impression que vous donnez plus d'importance à une religion qu'à une autre. Mais donc il fait une connerie, il en fait une deuxième derrière. On sait il fait quoi ? Mais il ménage qui ? Il ménage la rue. Une certaine communauté, je pense. Il ménage la rue. Je pense qu'il y a déjà, c'est idéologique. Je pense que M. Macron est anti-israélien. Donc on voit ces rapports détestables, notamment avec M. Netanyahou, même si on peut critiquer M. Netanyahou. Et je pense qu'il a peut-être des visées électoralistes pour l'après. Enfin, je ne sais pas. Moi, en tout cas, je m'interroge. En tout cas, quand vous regardez en Europe, les pays au sein desquels les dirigeants défendent Israël le plus possible, défendent la communauté le juif possible, le plus possible, on remarque que l'antisémitisme après le 7 octobre a un petit peu explosé, mais pas autant. On peut citer la Hongrie, on peut citer la République tchèque, on peut citer la Roumanie, et regardez ce que fait Donald Trump aux États-Unis. On peut agir. Il a décidé que dans les universités où la lutte contre l'antisémitisme n'était pas une priorité, il coupait les subventions. Il a décidé de priver de visa des étudiants qui étaient antisémites. Donc quand on veut agir, on peut agir, mais j'ai l'impression que M. Macron participe à la diabolisation d'Israël, parce qu'il y a la non-participation à la marche contre l'antisémitisme. Il y a aussi quelque chose qui m'a choqué. Quand on lui demande si ce qui se passe à Gaza est un génocide, il refuse de répondre, alors qu'il sait très bien que ce n'est pas un génocide. Il associe le mot barbarie, notamment à l'armée israélienne. Donc tout ça contribue à diaboliser Israël et donc à créer de l'antisémitisme. Et quand M. Macron nous raconte qu'il n'est pas responsable de cela, si en diabolisant Israël, il fait augmenter l'antisémitisme dans notre pays, c'est un fait. Il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience sur ce sujet. Oui, Sokol. Quand un pays laisse partir ses communautés, qu'elles soient protestantes, comme l'histoire l'a montré, qu'elles soient juives, c'est un pays qui se paupérise. Il se paupérise intellectuellement, il se paupérise culturellement, il se paupérise en matière de commerce. Enfin, c'est inadmissible. Et quand moi je discute avec de nombreux amis de la communauté juive aujourd'hui, ils me disent on se sent plus aujourd'hui en sécurité au Maroc en tant que juif qu'en France. Vous vous rendez compte ? Il suffit de voir les alias. Et moi, j'ai plein d'amis juifs qui l'alia, c'était quelque chose de réfléchi, de pensé. Et aujourd'hui, ça devient un instinct de survie et ça devient une fuite parce que la France est incapable de lutter activement contre l'antisémitisme. C'est désespérant. La conversation la plus fréquente maintenant au sein de la communauté juive, c'est est-ce que nous allons devoir partir et où ? Où c'est la vraie question, c'est où. On est ensemble avec vous sur Sud Radio en direct, 0826 300 300. Je vous propose peut-être de marquer une petite pause et on va revenir avec vous, Alexandra Spinner, sur ce qui fait l'actualité, ces dealers qui veulent distribuer des fournitures scolaires à Orange. Vous l'avez évoqué aussi, Eric Revel, ce matin, dans le Grand Matin. C'est vrai qu'on arrive à une situation totalement ubuesque, mais qui n'est pas étonnante. On va en parler dans un instant avec vous. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Salé sucré.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, on va continuer notre tour de table, 0826 300 300. Je pense que vous aurez envie de réagir au coup de gueule d'Alexandra Spinner. Alexandra ? Oui, un coup de gueule pour cette rentrée scolaire, une distribution à initiative de FV Gang dans le quartier prioritaire de Fourchevieille à Orange, organisée méthodiquement par des trafiquants de drogue. Alors, ce qui est intéressant, c'est que à Avignon et à Carpentras, des kits scolaires sont distribués par les mairies, mais pas à Orange et donc pas dans ce quartier. Et on voit donc que maintenant les trafiquants de drogue s'organisent en système mafieux puisqu'ils essaient d'avoir la complicité de la population et la tolérance de la population. On voit bien que le trafic de drogue a complètement changé de nature. Il s'agit maintenant il s'agit plus de faire circuler la drogue sous le manteau. Maintenant, c'est quelque chose de tout à fait institutionnel, officiel, et c'est ça qui est terrifiant. Par exemple, dans les pays d'Amérique du Sud, ce système-là était très largement répandu. On avait les trafiquants de drogue qui assuraient des permanences médicales, qui faisaient des distributions scolaires et qui se substituaient à l'État. Et on voit que dans nos quartiers, eh bien, nous en sommes là. C'est vraiment la mise sous coupe réglée. Il y a un vrai séparatisme qui est lié aux stupéfiants. Les dealers. Quel est leur argument aux dealers parce que on évoquait pendant la pub le fait que les frères musulmans ont fait ça au Maroc, dans certains pays, d'aller vers les plus défavorisés, leur donner des fournitures scolaires pour gagner des voix. Pour gagner la confiance aussi des habitants et puis pour qu'il y ait une certaine acceptabilité. C'est-à-dire que vous nous laissez faire nos trafics qui certes vous causent pas mal de choses assez négatives et assez désagréables, et en échange, nous, on pallie à tout ce que l'État, entre guillemets, ne ferait pas. Parce que c'est ça la réalité. Pourquoi ils sont allés dans ce quartier ? C'est parce qu'à Orange, il n'y a pas de distribution de kits scolaires. Alors, Marie, une auditrice, me dit dans le 93, il y a longtemps que les narcotrafiquants font dans le social pour avoir la paix, pour pouvoir bosser tranquillement. Cette économie souterraine brasse un fric fou qui, si je ne m'abuse, est compté dans notre PIB. Je suis bien sûr. C'est environ 7 milliards d'euros. On considère que c'est un secteur de production, vous voyez, le trafic de drogue. Mais moi, j'ai émis 2 hypothèses ce matin. Sur d'époque, sur Sud Radio à 8h moins le quart. Moi, je pense qu'il y a 2 choses, parce que ce qui m'a attiré l'attention, il y a le préfet du Vaucluse a interdit, il faut le dire. Il a interdit évidemment cette distribution de fournitures scolaires gratuites. Mais il y avait une affiche, et au bas de cette affiche, il y avait la petite phrase suivante, donc les narcotrafiquants. Étudier pour semer l'avenir. Alors, je me suis dit, étudier, je vous fournis des fournitures gratuites, et semer l'avenir, c'est, j'ai un premier contact avec vous avant de vous recruter. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Puis deuxième hypothèse, je suis d'accord, et là, c'est le comble du comble, c'est que c'est un quartier très pauvre, le quartier en question d'Orange. C'est un quartier qui est gangréné aussi par le trafic de drogue. Donc, deuxième hypothèse, c'est, écoutez, on vous aide, ne nous emmerdez pas dans notre trafic quotidien. Donc, les narcotrafiquants achètent, si j'ose dire, la paix sociale. Pour que le quartier les laisse dealer en douceur et à bas bruit, on vous aide dans votre vie quotidienne. Ils ont même proposé du bricolage dans les appartements. Je rappelle qu'ils ont distribué ailleurs des survêtements, que l'été, on a vu que les narcotrafiquants mettaient à disposition des loisirs, des kermesses. Bon. Donc en fait, c'est les 2 hypothèses. C'est un premier contact avant que je vous recrute. Donc je vous approche comme ça avec des fournitures, ou alors avec l'assentiment des familles. Ou alors, je sais que c'est Donc pour acheter la paix sociale, pour que mon business puisse croître tranquillement, je vous aide à finir vos fins de mois. Alors peut-être Brice Sokol. On a parlé, ça fait des années qu'on parle de ces territoires perdus de la République. Enfin, c'est une réalité aujourd'hui. Vous vous rendez compte que dans un État-providence comme le nôtre, on n'est pas en Colombie, on n'est pas au Venezuela, on n'est pas en Équateur, pas au Liban, où le Hezbollah aussi a ce genre de pratique. Vous vous rendez compte qu'en fait, ces gens-là se substituent à l'État-providence. Alors qu'on a un État extrêmement généreux. Bien sûr. Il y a des allocations de rentrée scolaire, il y a un certain nombre de choses. De ces gens-là. Et malgré tout,
ils arrivent encore à trouver une voie de passage. Donc le sujet, pour moi, devrait être là aussi une priorité politique. On les connaît, les QPV. On sait où ça se passe, on sait depuis des années. Il y a une espèce de tolérance politique et sociale qui s'est installée depuis combien? Depuis 30 ans. Qui est aujourd'hui insupportable. Avant, on parlait de trafic de drogue, maintenant nous sommes dans le narcotrafic. Oui. Et c'est vrai que Oui, alors je suis d'accord avec ce qui a été dit, parce que les quartiers, c'est une magnifique plateforme de recrutement. Évidemment, on offre parfois des piscines sauvages, on organise des barbecues pour aller séduire les jeunes et pour leur dire vous êtes les bienvenus, pour aller siffler quand la police arrive. Un jeune peut se faire 300 € par jour en surveillant si la police arrive et en sifflant ou en indiquant aux clients où se trouve véritablement le trafic de drogue. Et le problème qu'il y a, c'est que vous avez des gamins qui vous disent mais je me fais 300 € par jour. À quoi bon aller à l'école? À quoi bon faire des études? Moi, mon grand frère a un master de droit. Aujourd'hui, il est au chômage. Aujourd'hui, il est en difficulté. Mais autant rentrer dans le trafic de drogue, se faire du pognon, et puis après, advienne que pourra. Et dernière chose aussi, sur l'image, parce que les dealers travaillent beaucoup leur bonne image. On l'a vu avec la DZ Mafia, qui avait fait toute une conférence de presse pour s'exonérer d'un crime en disant que ce crime n'était pas éthique. Le but, c'est de montrer une bonne image. N'allez pas contre nous. Vous avez dans des quartiers, parfois, des délinquants, des dealers qui aident les mamies à porter leur sac jusqu'au 3e étage, qui les aident, qui leur donnent un petit peu d'argent pour ça ou ça. Il y a un côté extrêmement social et à la fin, avec une substitution par rapport notamment à l'État. Donc les territoires perdus de la République, en fait, ce sont des territoires au sein desquels il y a un grand remplacement parce que l'autorité de l'État n'est plus présente et c'est l'autorité des dealers et parfois des imams qui est présente. Stéphane nous dit c'est 300 € de l'heure, pas par jour, vraisemblablement. C'est plusieurs milliers de pour siffler, les chauffeurs. Les chauffeurs et Marie toujours nous dit pendant les émeutes de Noël dans le 93, ce sont les narcotrafiquants qui ont calmé les émeutiers. Et les imams. Voilà, et les imams. Alors on a Jean-Pierre également en ligne avec nous qui nous appelle de La Ciotat. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'intervenir sur Sud Radio. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, moi, ça me rappelle tout simplement la situation que créait à l'époque Pablo Escobar en Colombie. Oui, j'en ai parlé ce matin. Globalement, ce qui était décrit dans le film Gomorrah, c'est-à-dire qu'il y a une telle, on va dire, infection de la société par l'argent de la drogue, qu'il est très compliqué pour le médecin qu'on va appeler l'État d'administrer le vaccin. Voilà. Donc, quand tout le monde devient complice, on peut pas mettre tout le monde en prison. Donc, c'est exactement l'objectif que poursuivent les narcotrafiquants, se rendre sympathiques et se rendre surtout indispensables économiquement et socialement dans les quartiers où ils exercent leur mainmise. Donc, je veux dire, je pense qu'il va falloir une autorité extrêmement forte. Assumer de la part de l'État les conséquences d'actions de répression très 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 fortes, en accepter toutes les conséquences pour guérir le malade. Oui, enfin, vous pensez pas que c'est foutu? Enfin, pardon d'être pessimiste, mais c'est trop tard. Moi, je pense que c'est jamais foutu. Ça fait je pense que. Allô? Oui, on vous écoute, Jean-Pierre. Oui, en 39, la France est foutue. Voilà. Donc, c'est jamais foutu. Quand on veut vraiment, on peut. Et quand l'État a vraiment envie, il peut. Donc, c'est vrai qu'on entend beaucoup tourner autour du pot. Si on veut vraiment, on peut. Merci Jean-Pierre. C'est vrai qu'on entend beaucoup sur CNews l'argument du Salvador, qui est devenu l'un des États les plus sûrs où ça fonctionne. Alors Alexandra et puis après Eric sur le sujet. Oui, moi je pense que, alors évidemment, je partage ce que vient de dire Jean-Pierre. Il faut des moyens d'exception, il faut une répression qui touche à la tête des réseaux. Mais je trouve qu'avant tout, il faut surtout un réarmement moral de notre société. Et il faut aussi qu'on montre les ravages de la drogue. Je pense que ce serait aussi intéressant que de commencer à commencer sur ceux qui sont les plus jeunes et de leur montrer dans quel état tombent les victimes de la drogue. Ça, on ne le fait plus du tout. Il y a une espèce d'acceptabilité sociale, notamment dans les milieux un peu bobos, on fume un joint, etc. La cocaïne. Voilà. Et il faut montrer vraiment les ravages de la drogue. Il n'y a pas de drogue douce, il n'y a pas de consommation raisonnable, il n'y a que des vies détruites. Et ça, je crois qu'il faut le dire. Il faut le dire, sinon on ne s'en sortira pas. Mais je ne sais pas si c'est un discours qu'on peut entendre dans un certain nombre de quartiers où ils sont embrigadés très jeunes et il y a pas, enfin ça concerne tout le monde, la drogue. On voit bien, on a vu tous les milieux sociaux. On a vu le patron de l'INA, on a vu un certain nombre de la cocaïne, la consommation de cocaïne a explosé.
explosé et le prix s'est effondré. Donc, si vous voulez, vous avez une œuvre supplémentaire. Alors, il paraît que non, j'ai vérifié les propos. Moi, c'est aux alentours de... Non, mais il y avait une enquête... c'était divisé par 2 quand même. Non, c'est aux alentours de 60 euros le gramme. Ce que j'ai lu, mais bon, peu importe. Mais j'aimais bien ce qu'a dit tout à l'heure Jean-Pierre. Parce que ce matin, quand j'ai attaqué le sujet, j'ai justement chuté sur le cas intéressant de Pablo Escobar, qui a été donc le chef tout-puissant du cartel de Medellín en Colombie. Pourquoi j'ai fait un parallèle? Alors, on n'est pas encore un narco-État, les lois de la République sont pas encore tout à fait supplantées par les lois du narcotrafic. Mais pourquoi j'ai fait un parallèle? Parce que Pablo Escobar, avant qu'il termine en prison, il payait pas seulement les fournitures scolaires, il allait jusqu'à financer des hôpitaux avec l'argent de la drogue ou des écoles. Et je vais vous dire, alors après on fait la comparaison qu'on veut, mais Pablo Escobar, il s'est même fait élire député en 1982, député suppléant. Vous voyez, suivez mon regard, à l'Assemblée nationale de Colombie. Vous voyez, donc je dis pas qu'on est un narco-État, je dis que ça commence à nous inquiéter, mais il faut pas désespérer, parce que si je reboucle avec la situation budgétaire, Jean-Pierre a raison, il parlait de 45, mais moi je vous parlerai de 1958, 1958, où De Gaulle arrive et la situation budgétaire et l'endettement de la France est à peu près du niveau dans lequel on est aujourd'hui. Vous voyez, donc il faut pas désespérer. Billancourt. Oui, alors on n'est pas un narco-État, mais il y a quand même des chiffres qui font froid dans le dos. 79% aujourd'hui des communes connaissent du trafic de drogue. 80% des règlements de compte sont dus au trafic de drogue. Vous avez des magistrats qui vous disent très clairement qu'on a perdu la guerre contre le trafic de drogue. Vous avez des quartiers qui sont complètement ravagés avec des conséquences qui sont horribles. Je pense à toutes ces balles perdues. Je pense au Petit Fayette, notamment à Nîmes. Je pense à Socaïna à Marseille. Des gens qui vivent c'est l'horreur. Et moi, j'aimerais que M. Macron prenne conscience de ce qui se passe dans notre pays. Il nous a dit, nous sommes en guerre contre le Covid. Mais pourquoi il ne nous dit pas, nous sommes en guerre contre le narcotrafic, avec des peines qui soient à la hauteur, avec pourquoi pas l'envoi de l'armée dans certains quartiers. Parce qu'il y aura des émeutes, parce qu'on ne peut pas, parce qu'on ne peut plus. Mais un dirigeant, c'est voir aussi au loin. Mais quand on accepte ces situations, et c'est Rafik Smati qui nous racontait ça à l'époque, il était allé à Marseille quand il faisait campagne et il lui-même avait été nous n'habitons pas, enfin vous Kevin vous enseignez dans le 93, mais nous n'habitons pas nous dans ces quartiers, et lui avait été sidéré de voir qu'on lui interdisait l'entrée d'un quartier, qu'un jeune de 13 ans assis sur une chaise lui avait demandé ses papiers d'identité, qui avait un flingue, qu'on lui demandait ce qu'il venait faire là, enfin c'était sous coupe réglé totalement. Oui, moi je voudrais rebondir sur ce que tu dis. Depuis 10 ans, on s'en rend compte, aujourd'hui le trafic de drogue il est partout. C'est-à-dire avant il était dans les quartiers populaires. Après, dans les métropoles. Aujourd'hui, il est dans les villes moyennes. Les villes moyennes. Les petites villes ne sont plus épargnées. Regardez Clermont-Ferrand. Moi, je suis originaire de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, il y a 15 ans, c'était un havre de paix. Regardez aujourd'hui ce que sont devenus certains quartiers de Clermont-Ferrand. Donc, ça touche l'ensemble du territoire national. Et cette thématique du narcotrafic, cette thématique de l'insécurité, on est à 6 mois des élections municipales. Je parle de Clermont-Ferrand, je parle de Châteauroux, je pourrais parler de Bourges, etc. Et le thème prioritaire des prochaines élections municipales, c'est l'insécurité, le narcotrafic. Et quand on discute avec les maires, tous, j'en connais pas un qui ne me parle pas de ce sujet-là du narcotrafic, même en ruralité. Même en ruralité. Et regardez le retard que l'on a pris. On a mis 10 ans à se rendre compte que la cocaïne qui était dans les villes moyennes provenait des territoires d'outre-mer. Il y avait des aéroports où il n'y avait pas de scanner pour essayer de détecter la drogue, avec ce phénomène de mule qui faisait des ravages. Je veux dire, c'est quand même pas compliqué de payer des scanners dans un aéroport pour qu'on puisse repérer la drogue. Donc là, c'est ce que fait Monsieur Retailleau, notamment aux Antilles, puisqu'il a dit qu'il allait financer des scanners millimétriques, notamment en Guyane. Mais à un moment, il faut se rendre compte qu'on a perdu la guerre parce qu'on a eu des dirigeants qui n'ont pas pris la hauteur des problèmes et qui se sont soumis, qui ont acheté une forme de paix sociale et qui n'ont pas agi comme il fallait. En même temps, c'est pas qu'un sujet national, c'est un sujet européen. Quand tu vas mais je crois que la France en Italie, est bien, quand tu vas en Allemagne, placée. quand tu vas aux Pays-Bas, parce qu'on a des frontières poreuses, on a des façades maritimes, qui facilitent aussi ce trafic-là. Christian est en ligne avec nous. Vous nous appelez d'Anglette, cher Christian. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, donc vous nous écoutiez, vous vouliez réagir. Vous avez été témoin, vous, de ce genre de trafic ?
Ah bah écoutez, moi j'habite à côté d'une fac. Nous sommes en résidence, donc il y a pas de bruit, ça se passe. Non. J'ai une rue chez moi adjacente là. Je suis des fois sur mon balcon et je regarde le trafic qui se fait. Ça se fait tranquillement, les rendez-vous sont pris, les scooters arrivent, ça prend la drogue et ça repart. Ouais. Les réseaux sociaux, Snapchat. Oui, il n'y a pas, et ça continue encore et encore. Voilà, et moi, je me promène dans le parc, je vois bien les petits cas de trucs, mais vous savez, il n'y a pas de ce qu'on appelle aujourd'hui les gens qui se disent ça chauffe. Moi, si vous voyez les gens que je vois, il y a des belles voitures, il y a de la Audi, qui viennent se ravitailler, et ça se passe vraiment tranquillement. Et pour les prendre, ceux-là, il faudrait se déguiser, parce que c'est hyper bien fait. Moi, je le vois, tranquillement. Vous pensez pas qu'on pourrait... Enfin oui, après, c'est tout l'édifice qu'il faut attaquer, pas seulement les petits... consommateurs. Déjà, quand on sait que ça, on parle toujours du bas, on parle toujours des gens qui chauffent, les gars de moins de 13 ans et machin. Attends, on va prendre un peu d'auteur quand même pour ça. Bien sûr. Vous savez très bien comme moi, il y a un peu plus haut quand même où ça sniffe. Ouais. Donc, vous imaginez un peu le boulot, quoi. Vous avez raison. Merci Christian de nous avoir appelés. Merci de votre témoignage. On va marquer une petite pause de pub et on se retrouve tout de suite après. On va parler politique avec vous tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous continuons nos débats avec vous sur Sud Radio. Nous parlons évidemment des sujets qui font l'actualité. Brice Sokol, vous vouliez revenir, vous, sur ces petits patrons qui n'en peuvent plus de l'instabilité politique. Oui, moi j'ai le sentiment que le monde politique national vit dans un monde parallèle. Vous vous souvenez X-Files, la série télévisée? On est un peu dans ce monde-là aujourd'hui. Vous avez le monde économique et vous avez le monde politique. J'étais comme vous, j'ai passé 2 jours avec les amis du MEDEF, discuté avec les chefs d'entreprise. Je discutais avec des patrons aussi de PME, TPE. En France, vous avez 90% des entreprises qui sont des TPE, PME. Et ces gens-là aujourd'hui... Très petites entreprises ou petites et moyennes entreprises. Se sont pris la dissolution. Se sont pris des hésitations, des nominations des 2 premiers ministres. Là, de nouveau, la motion de confiance, l'instabilité politique revient. Mais ces gens-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'ont pas de visibilité sur leur carnet de commandes. Ils ont des délais de paiement pour ceux qui travaillent avec les collectivités qui sont rallongés. Ils ont des coups d'arrêt sur les commandes, ils ont des absences d'anticipation, ils ont des désorganisations des chaînes d'approvisionnement, ils ont des complexités réglementaires, et à côté, en parallèle, vous savez, le monde politique qui vit dans une espèce de cocon, dans une bulle magique, vraiment complètement décalée avec la réalité de ces chefs d'entreprise et d'une majorité de Français. Parce que le monde économique continue avec ses contraintes et ses incertitudes. Et ça, c'est une véritable réalité. Il y a eu l'année dernière 67 000 défaillances d'entreprises en 2025. Vous vous rendez compte ? Et en plus, vous avez l'insécurité internationale. Vous avez cette guerre en Ukraine. Vous avez évidemment les mesures de M. Trump qui peuvent impacter un certain nombre de nos entreprises. Vous avez les derniers paiements des PEG, des remboursements. Voilà, en fait, on est dans une atmosphère qui est complètement anxiogène. Et le paradoxe, c'est que les signaux sont pas au rouge. Non, c'est qu'ils ont raison d'être inquiets, non ? Il y a d'un côté, sur le plan économique, il y a un reflux de l'inflation. L'inflation a baissé. Il y a une croissance qui est légèrement en hausse de 0,3. Vous avez une production industrielle qui a rebondi légèrement. Facialement, sur le plan économique, c'est pas dramatique. Ce qui est dramatique, ce sont les conséquences de ces hésitations politiques sur le monde économique et sur le monde de l'entreprise. Et ça, moi, c'est mon coup de gueule du matin. Enfin, le monde politique vit dans un monde parallèle. Alors, demain, le patron de la CPME sera l'invité de Jean-François Aquili à 8h15, mais ça rejoint aussi ce qu'on a pu voir, c'est un sondage dans la Tribune, sondage Elab, qui disait que 39% des Français souhaiteraient un Premier ministre qui soit issu soit de la société civile, soit du monde de l'entreprise. Donc l'image des patrons, elle est là. Alors Kevin, et puis après... Juste pour terminer, un des messages de ces universités d'été du MEDEF, ça a été de dire, mais vous, patrons, chefs d'entreprise, impliquez-vous dans la vie publique. Vous êtes impliqués sur votre territoire, dans vos entreprises, mais on a besoin de vous dans la vie politique et dans la vie publique aussi. Non, mais
parfaitement d'accord avec ce que dit Brice. Et dans ce pays, on taxe toujours ceux qui bossent et ceux qui entreprennent. C'est toujours les mêmes solutions qui sont au pouvoir, même quand les Français disent l'inverse. Je ne sais pas si vous avez vu les socialistes ce week-end à Blois, mais le programme est effarant. C'est travailler moins, dépenser plus, taxer au maximum. On nous annonce 27 milliards d'impôts supplémentaires, notamment pour les entreprises, le retour de la retraite à 62 ans, alors que même le Rassemblement national ne propose même plus ça. Et vous avez des gens dans la Macronie qui nous racontent qu'il faut nommer un Premier ministre socialiste. Mais où sont ces gens? On n'en peut plus de payer, on n'en peut plus de voir ces chefs d'entreprise qui sont exsangues et qui ont envie de se barrer. On est en train de saper le tissu économique de notre pays. Donc à un moment, valorisons le travail. Et quand je vois les mesures de M. Bayrou là, dans ses propositions de budget, c'est toujours la même chose. Et un truc qui a beaucoup choqué les Français, c'est la suppression des jours fériés. C'est-à-dire qu'on veut supprimer des jours fériés de ceux qui bossent et on ne s'en prend pas à certaines aides sociales de ceux dont c'est férié tous les jours. Halte à l'assistanat, parce qu'il y en a ras-le-bol. Alors Eric avait demandé la parole. Oui, je regardais les chiffres. On va être à 70 000 faillites de PME sur l'ensemble de l'année 2025. Il y a un sujet, alors le sujet de patron, impliquez-vous davantage, il a été porté à ma mémoire, il a été porté par Nicolas Dufourcq, le patron de la BPI, lors des fameuses universités du MEDEF, où il a dit, les chefs d'entreprise sont trop discrets, montez en puissance, donnez votre avis. C'est vrai que vous regardez des pays européens, quand il y a des plateaux de radio ou télévision, il y a pratiquement en Allemagne à chaque fois un chef d'entreprise, vous voyez. Ouais. En France, c'est rarissime. Il y a Sophie Menton. Il y a Sophie Menton, il y a Rafik aussi de temps en temps qui vient. Mais c'est important. Et puis j'attire votre attention sur une chose, c'est que les patrons de TPE dont on parle, ou de PME, qui font l'emploi en France, c'est pas les groupes du CAC 40 qui font l'emploi en France, ce sont eux. Vous en avez 30 000 qui se retrouvent sur le carreau parce que leur entreprise a fait faillite et ils n'ont pas le droit au chômage, eux. Ils n'ont pas le droit au chômage. Quand vous êtes mandataire social, vous n'avez pas le droit au chômage. Donc vous avez en plus derrière des gens qui ont pris des risques, qui parfois ont mis leur propre patrimoine dans l'entreprise, qui se retrouvent sans filet social, alors qu'il y en a d'autres. Là, je pense à mes rêveurs dans l'Aude, là. Ouais. Je sais pas ce que font ces gens, mais ils travaillent jamais non plus. Alors, les 1500 mecs qui continuent à faire la fête sur les cendres de notre patrimoine forestier, ils travaillent jamais, ces gens. Ils sont toujours en vacances. Ils vivent de quoi? Alors, on sait bien de quoi ils vivent. Donc, vous voyez, je pense que les gens n'en peuvent absolument plus. Puis vous attiriez notre attention, mon attention pendant la pub, on se dit tout, sur cette histoire de taux d'intérêt très important. Là, je sais pas si vous avez vu, pour la première fois depuis 2011, c'est-à-dire juste après la crise des subprimes, les taux d'intérêt à 30 ans des obligations françaises sont passés à 4,5%. Alors ça veut dire quoi? Je vais pas expliquer. Mais c'est très simple. Ça veut dire que déjà aujourd'hui, on emprunte non pas pour investir dans l'hôpital public, on emprunte pour payer les agios de notre dette. Vous voyez, on en est là. Pour rembourser, on rembourse les intérêts. On emprunte pour rembourser les intérêts de la dette qui vont, suivant les prévisions, arriver à 100 milliards d'euros par an quand même. Les intérêts de notre dette, 100 milliards d'euros d'ici 2 ans. Budget de l'éducation nationale, c'est 60 milliards. Vous voyez, donc on est au-delà, on est sur une autre galaxie dans l'univers. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant que les agences de notation, à partir du 12 septembre, donnent leur avis sur la dégradation ou pas de la note française, les marchés financiers ont pris le pari que c'était plus risqué de prêter à la France que de prêter à l'Italie, que de prêter à la Grèce, que de prêter au Portugal, que de prêter à l'Espagne. Donc ils augmentent les taux d'intérêt pour essayer de faire face à ce risque financier français. C'est ça que ça veut dire. Mais quand vous empruntez à 4,5%, c'est-à-dire au plus haut depuis 14 ans, ça veut dire que la situation financière française est tellement dégradée que les marchés financiers, les premiers, avant les agences de notation, qui peuvent en remettre une couche. S'ils dégradent la note française Fitch à partir du 12 septembre, les taux d'intérêt vont prendre encore des pouillèmes. Ils vont prendre ce qu'on appelle des points de base. Donc, pardon, mais je ne suis pas bayerouiste du tout dans mon analyse, mais le budget est mauvais. Mais le diagnostic est vrai. Le constat, Monsieur Bayrou fait de la politique depuis 50 ans. Tous ces députés du MoDem ont voté tous les budgets déficitaires depuis que Macron est au pouvoir. Donc voilà, il a sa responsabilité. Mais la situation, c'est celle-là, Valérie. Juste Alexandra, pour réagir au coup de gueule de Brice, peut-être aussi qu'il faudrait penser à ce que nos responsables politiques ne fassent pas de la politique un métier.
savez, je crois que c'est éternellement le même sujet. Enfin, je veux dire, si on veut des responsables politiques qui soient en lien avec la réalité économique, il faut qu'ils y soient confrontés au quotidien. Je pense que ce serait peut-être une voie. Et puis tu évoquais, Kevin, les jours fériés. Je vous rappelle quand même que dans notre pays, on a voulu pénaliser les boulangers qui voulaient ouvrir le 1er mai, et que parallèlement, on veut supprimer 2 jours fériés. C'est-à-dire qu'on est toujours dans un en même temps complètement délirant. Et on nous parlait du lundi de Pâques. Absolument. Oui. On nous parlait du 8 mai 1945, mais c'est extrêmement grave pour notre identité, pour notre histoire. Et en plus, ça, c'est complètement passé à la trappe, parce qu'il y a le problème économique, mais il y a aussi le problème identitaire et civilisationnel derrière cette suppression. Ce qui est hallucinant, c'est que Sarkozy avait mis les heures supplémentaires, et donc le concept, on l'a tous en tête, c'était travailler plus pour gagner plus. Absolument. Là, Bayrou, il vient d'inventer un truc, c'est travailler plus pour gagner moins. Non mais attendez, comment est-ce que vous voulez... On va revenir avec vous dans un instant sur Sud Radio 0826 300 300. On va pas revenir sur les rêves parties, sur cette rêve partie et la proposition de Bruno Retailleau de faire un délit de ces rêves parties, comme c'est le cas en Italie. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord autour d'Alexandra Spiner, enseignante déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France, Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis, Brice Sokol, politologue, essayiste et co-auteur avec Frédéric Dabi de cet excellent livre Parlons-nous tous la même langue, paru aux éditions de l'Aube, et Éric Revel, journaliste éditorialiste sur Sud Radio dans le Grand Matin Sud Radio à 8h45. 8h45, très exactement. 7h45. 7h45, oui, en plus je vous entends ce matin. Vous voyez, on n'a pas encore tout à fait le rythme de rentrée. C'est la rentrée. Je vous rappelle que nous débutons nos débats désormais à partir de 10h, si vous nous rejoignez, que les médias avec Gilles Gansman désormais seront à 11h30, et donc nous continuons nos débats. Je voulais qu'on parle de ces rêves partis et de la proposition de Bruno Retailleau de rendre délictuelle l'organisation de ces rêves partis. Vous savez qu'en ce moment, dans les Corbières, une rêve party se tient sur les cendres d'un grand incendie, et on se demande effectivement comment, encore une fois, en France, on peut laisser se tenir ce type d'organisation. On verbalise d'abord les organisateurs et puis ensuite la participation. Illégal. Oui, mais c'est totalement illégal. C'est totalement illégal. C'est à Fonjoncousse, hein. Donc c'est vrai que ces rêves partis empoisonnent les habitants de ces régions qui se retrouvent envahis, leurs champs saccagés, et on les voit arriver quand même. Il y a 2000 personnes qui arrivent. Comment c'est possible ? C'est l'affaissement de l'autorité de l'État. Ouais. Il y en a beaucoup de rêves parties qui sont interdites, sauf que l'État est incapable de faire respecter cette interdiction. Donc c'est pour ça, rendre délictuels les rêves parties, moi je veux bien, mais à condition que l'État soit capable de les interdire et de faire en sorte que ces rêves parties n'aient pas lieu. Et vous avez tout à fait raison, Valérie, ce sont des champs qui sont détruits, ce sont des habitants qui sont embêtés, et souvent ça se transforme aussi, quand la police agit, en un spectacle anti-flic, et avec des gens qui sont là pour en découdre. Et mais il y a eu quand même un mort à Fonjoncousse. Mais bien sûr. Il y a eu un mort, et ça ne les a pas empêchés d'aller d'aller organiser cette manifestation à cet endroit-là. Les rêves parties sont souvent aussi des trafics de drogue à ciel ouvert. Bien sûr. Mais vous voyez, au-delà de l'effondrement de l'autorité républicaine globalement, d'abord, je trouve très méprisable d'aller danser sur des cendres. Vous voyez, je fais exprès, je résume, parce que cet incendie, il a ravagé des vignes, des champs, etc. Il y a eu des affrontements, d'ailleurs il faut le souligner, lundi soir, hier soir il y a eu des affrontements, des viticulteurs ulcérés, abattus, vous avez vu, qui sont demandaient venus d'ailleurs aux restaurateurs français de mettre des vins de Corbière à leur carte pour les soutenir, mais ils étaient dégoûtés. Mais là ils en ont tellement marre des rêveurs, si vous voulez, des gens qui viennent foutre la bordélisation, comme le souhaitent les filles, jusque et y compris dans nos campagnes, que les viticulteurs ont pété les plombs, ils sont arrivés
avec un tracteur, un bulldozer. Voilà. Après avoir vu leur vignoble brûler, ils ont vu leur champ piétiner. Donc si vous voulez, c'est absolument hallucinant. C'est les mêmes qu'on retrouvait dans les ZAD, vous voyez, ce que j'appelle les punks à chiens, c'est-à-dire des gens anarchie toujours. Puis je pose la question, pardon, même si les 35 heures, les RTT, mais que font ces gens? Ils vivent de quoi? Ils peuvent faire la fête tout le mois de septembre en emmerdant la France entière, mais ils sont payés comment? Avec des prestations sociales? Alors, il y a, paraît-il, beaucoup d'Italiens. Oui, très bien. Eh ben, écoutez, on les renvoie chez Madame Mélanie. C'est interdit en Italie. Eh ben, c'est interdit chez nous aussi. Voilà, faisons respecter la loi. Ouais. Brice? Moi, je trouve que c'est indécent, c'est de l'indécence. Faire une rave party, voilà, dans ce département qui a été abîmé, qui a été victime d'incendie cet été, c'est indécent. Je trouve que c'est indécent vis-à-vis des agriculteurs. Alors, on parle, tout le monde est là pour courir après les agriculteurs quand tout va bien, mais quand tout va mal, non. Enfin, moi, je sais pas, vous vous rappelez quand même, les agriculteurs aujourd'hui, ils ont des prêts agricoles qui sont bas, ils ont des taux d'endettement élevés, ils ont une concurrence internationale, et j'ai encore appris ce matin que le Mercosur pourrait être ratifié. Il y a un enjeu agricole. On les stigmatise, les agriculteurs. On a vu pendant l'affaire de la loi Duplon, je crois que c'est Madame Rousseau qui a dit « j'en ai rien à péter de la rentabilité de l'agriculture ». Vous vous souvenez de ça? Je veux dire, et là, ces rêves parties, elles ont lieu sur des terres agricoles. C'est la double ou triple peine pour ces agriculteurs. Leurs champs ont été incendiés, leur champ est piétiné, et les pouvoirs publics ne sont pas là pour les soutenir. Oui, mais je trouve ça indécent. Pas juste et injuste. Je suis d'accord, mais il y a une dimension idéologique derrière ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont saccager des champs par idéologie, parce qu'ils considèrent que la propriété privée ne doit pas exister. Ce sont des gens d'extrême gauche, et que les agriculteurs sont des pollueurs, et qu'il faut se venger à travers l'occupation de leur terrain. Et on l'a vu avec toute l'affaire des méga-bassines, notamment à Sainte-Soline, où vous avez des gens qui étaient là avec des boules de pétanque, qui étaient là avec des armes, qui s'en sont pris notamment à ces agriculteurs, et qui s'en sont pris également aux policiers qui étaient là pour les défendre, avec certains élus écolos qui parfois se déplacent pour soutenir des manifestations qui sont illégales. Il y a aussi la responsabilisation de nos hommes politiques qui finalement sont très si vous voulez, cautionnent ce genre de choses. C'est encore si vous voulez qu'on appelle ça un signal faible de la puissance de l'État, de l'impuissance de l'État, mais surtout, vous savez, LFI, le fond de sauce d'LFI, le fond idéologique et programmatique, c'est cette nouvelle France. Parce que vous avez lu la nouvelle France d'LFI, lorsque ils ont dit la France rurale n'existe plus, elle est remplacée par cette France urbaine et périurbaine, ça rentre dans cette thématique-là. C'est-à-dire qu'il faut que cette ruralité, il faut que cette notion patrimoniale disparaisse. Eh bien non, la France c'est aussi, mais pas que, mais c'est aussi la ruralité, c'est le patrimoine, ce sont les villes moyennes, ce sont les métropoles, c'est un ensemble la France. Voilà, ce n'est pas une France des banlieues contre le reste, contre la ruralité et la périurbanité. Oui, Alexandra Spinner. Il y a évidemment les terres des agriculteurs qui sont ravagées, et c'est insupportable. Il y a l'idée de danser sur des tombes, c'est insoutenable. Je rappelle quand même qu'à l'occasion de ces rave parties, les policiers, les gendarmes sont régulièrement attaqués. Il faut quand même le rappeler. Mais il y a eu cette proposition de loi qui a été déposée en mars 2025, qui vise donc à renforcer l'aspect délictueux des rave parties. Mais ce que je trouve dingue, moi, c'est que l'idée même de rentrer dans une propriété privée, c'est quand même déjà un délit. Et qu'il faille renforcer l'arsenal juridique, je trouve qu'on arrive à un point culminant de dinguerie. Mais là, ça rejoint un peu notre débat sur les dealers. C'est-à-dire pourquoi on n'envoie pas les CRS? Parce que on veut pas de morts, on veut pas de blessés, on veut pas que ça dégénère. Mais on envoie les gendarmes et les policiers. Mais vous savez, le problème, c'est aussi l'acceptabilité sociale de l'intervention des policiers. S'il y a un mort, qu'est-ce qu'on fait? C'est la même chose avec certains gens du voyage qui parfois s'approprient certains terrains, et les propriétaires ont
beaucoup de mal à les faire partir et la police n'intervient pas directement pour éviter des problèmes. Donc on a finalement une police qui ne peut pas intervenir parce qu'elle n'a pas les ordres pour qu'elle puisse intervenir pour éviter en effet que ça s'embrasse. Sauf qu'à la fin, c'est toujours les mêmes victimes, les propriétaires, les agriculteurs, etc. La France des honnêtes gens, comme dit Monsieur Retailleau. Parce que, objectivement, entrer illégalement sur une propriété privée et la saccager, il me semble quand même que c'est déjà un délit. Absolument. Et on en est à un tel point que l'État n'est plus capable d'assurer cela et qu'il faut encore aller au-delà et criminaliser comme en Italie. Mais il semblerait quand même que ça fonctionne. Mais est-ce qu'il va le faire, Bruno Bien Retailleau? sûr, en général, quand Bruno Retailleau annonce quelque chose, il le fait. Il le fait, et bien souvent. Oui. Allez, on marque une petite pause, on va parler politique avec vous, Éric Revel. Chouette. Oui, ça change un petit peu. Là, en ce moment, il y a Jordan Bardella et Marine Le Pen qui s'expriment à la sortie de leur entretien avec le Premier ministre. Ils disent qu'ils y sont allés par courtoisie républicaine et que le Premier ministre a choisi de se placer sur un siège éjectable. Mais on va parler aussi des LR et de la stratégie de Laurent Wauquiez avec vous, Éric. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sudradio.fr. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous sur Sud Radio. Non mais dites Valérie, dites ce qu'on se disait, là, on parlait de consommation d'alcool pendant l'été. Absolument, nous disions que parfois il y avait des consommations différentes pendant les vacances. Et alors vous prenez quoi maintenant? Mais le CBD, CBD c'est de l'huile de CBD, c'est la matière, comment je vais vous expliquer, de l'extrait de cannabis sans cannabis, sans le THC, c'est en vente libre. Mon chien, ce sont des petites gouttes qu'on peut donner aux animaux aussi pour les calmer. Et donc en Espagne, vous avez beaucoup de magasins qui vendent, et je pense qu'à Paris en France, dans tous les quartiers. Le CBD, ça calme, ça aide à dormir, ça calme les douleurs. Enfin, je ne veux pas faire de pub, mais ce n'est pas de la drogue. Voilà, mais c'est toujours à consommer avec modération. En fait, c'est quelqu'un qui était proche de moi, qui avait des douleurs dorsales, et on lui a dit de prendre ça, et ça a fonctionné. Voilà, la minute médicale. Il faudrait une émission médicale sur Sud Radio. Non, il n'y a pas? Il faudrait. Éric, coucou, revoilà Wauquiez. Mais oui, je voulais en parler parce qu'on parle beaucoup de ce qu'a annoncé Olivier Faure. Kevin Bossuet en parlait de son budget complètement déconnant pour le Parti Socialiste, etc. Mais il se passe quelque chose chez les LR, je pense. Il se passe quelque chose chez les LR parce que, alors une fois de plus, ils ont connu des hauts et des bas, et là, ils s'apprêtent peut-être à remettre en marche la machine perdante. Vous savez, la droite la plus bête du monde, qui en général... Bon, pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsque Bayrou a annoncé sa décision de se suicider politiquement le 8 septembre, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui est aussi le président du groupe LR au niveau national, est monté au créneau pour dire non, nous, on lui accordera la confiance. Bon. Et Laurent Wauquiez, 2 jours après, a dit en fait, on va demander aux adhérents de LR ce qu'ils en pensent. Donc là, déjà, c'est un premier petit différent, vous voyez, entre Retailleau qui tranche et Wauquiez qui dit demandons l'avis des adhérents. Et puis derrière, et je pense à ce qu'est le Parisien, mais j'avais vu le sujet, c'est que visiblement dans le groupe LR, alors peut-être encouragé par Wauquiez, c'est possible, vous avez 10, 15 députés LR sur 50, qui disent nous on votera pas la confiance. Donc vous avez un Bruno Retailleau qui, sauf, c'est un très bon ministre de l'Intérieur, mais peut-être qu'il ne succédera pas à lui-même. Donc il va sortir de la lumière d'un poste régalien pour regagner l'ombre. Parce que quand vous êtes ministre de l'Intérieur, vous rentrez dans le rang. Vous n'êtes pas interrogé tous les jours quand vous êtes patron du groupe du parti les LR. Et vous avez un Wauquiez, à mon avis, qui ressort le nez à la fenêtre et qui dit coucou, me revoilou. Si Retailleau passe dans l'ombre, Wauquiez peut s'attirer un peu de lumière, parce que là, il est en train de mettre un peu en porte-à-faux la décision de Bruno Retailleau. Alors, je ne pense pas que Retailleau disparaisse, même s'il n'est plus ministre. Déjà, je suis convaincu que Bruno Retailleau ne disparaîtra pas, et que s'il décide de quitter le gouvernement, de toute façon, il a une vraie visibilité. Je crois que les Français ont appris à le connaître. Maintenant, sur Laurent Wauquiez, Monsieur Wauquiez serait bien inspiré. Vous ne seriez pas un soutien de Bruno Retailleau, Alexandra? Si, je le suis. Tout à fait. Mais Monsieur Wauquiez serait bien inspiré de revoir le score qu'il a fait quand nous avons élu notre président de notre famille politique. Je trouve que, nous, on est un parti qui respectons le chef.
C'est comme ça que nous nous sommes construits. À la Sarkozy. C'est l'histoire de notre parti et je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Je ne comprends pas que Monsieur Wauquiez, effectivement, remette une pièce dans la machine à perdre. Bruno Retailleau a donné une consigne. Je trouve qu'elle est claire, je trouve qu'elle s'explique, je trouve qu'elle est en conformité avec le parti de responsabilité que nous sommes. Et je trouve un peu triste que Monsieur Wauquiez, qui veut exister du haut de son rocher, nous explique qu'il faut faire le contraire de ce que Bruno Retailleau a. Il y a un peu de mou dans la corde à nœuds, si j'ose dire, chez LR. Pourquoi ? Parce que même Xavier Bertrand a remis une pièce dans la machine en disant attendez, je prépare les mêmes erreurs que la dernière fois, je vais être candidat à la présidentielle. Je crois que Monsieur Bertrand est dans la lignée de Monsieur Wauquiez. Donc écoutez, c'est leur droit. Chacun est libre de s'exprimer, mais je trouve dommage, alors que nous sommes dans une très belle dynamique, que les Français ont compris que nous étions un parti de responsabilité, que Bruno Retailleau a montré ce que ça pouvait être d'avoir un responsable politique qui a des convictions et qui est complètement en raccord avec ses convictions et qui essaie de les appliquer. Je trouve dommage que M. Wauquiez se comporte ainsi. Je le dis très clairement. Mais il n'est pas le seul. Valérie Pécresse aussi a demandé une présidentielle anticipée. David Lisnard. Je ne parle pas de la présidentielle anticipée. D'accord. Vous parlez je crois que là, Laurent Wauquiez a voulu se mettre en opposition avec. C'est dans la lignée. Moi, je suis parfaitement d'accord avec Alexandra. Bruno Retailleau, c'est la vraie droite, la droite qui s'assume. Il a fait beaucoup à la tête du ministère de l'Intérieur. Il a posé des sujets qui étaient des sujets importants, par exemple sur l'état de droit, sur l'immigration. Je suis d'accord avec ça, mais beaucoup d'électeurs de droite ne comprennent pas que M. Retailleau est appelé à voter la confiance. Le problème des LR... La confiance ne vaut pas adhésion. Oui, non, mais le problème des LR, c'est que si la confiance sous la 5e République vaut adhésion, et ça veut dire qu'on appartient en gros à la majorité. On avait connu le soutien sans participation. Maintenant, il participe au gouvernement, mais il ne soutient pas. Voilà. Non, mais mettez-vous à la place d'un électeur de droite. Ce que reproche l'électeur de droite à LR, c'est tout simplement d'être très à droite pendant les campagnes électorales et d'être de gauche, voire d'être soumis au centre une fois qu'on est au pouvoir. Quelle image renvoie M. Retailleau alors qu'il a un discours de fermeté? C'est que LR, finalement, va se soumettre aux macronistes. Et le problème de M. Retailleau, j'aime beaucoup M. Retailleau, mais je pense qu'il aurait dû partir au moment de l'affaire avec l'Algérie, au moment de Boualem Sansal, comme ça lui aurait permis d'incarner une forme d'opposition et de fermeté. Il ne serait pas aujourd'hui pris en étau entre le besoin finalement de soutenir un gouvernement auquel il appartient et une base qui ne soutient pas l'adhésion notamment aux macronistes. Et ça, c'est le problème des LR et c'est pour ça que beaucoup d'électeurs LR sont partis au Rassemblement national. Je vous laisse imaginer ce gouvernement sans Bruno Retailleau. Ah bah ça, on est d'accord. Brice Sokol sur ce que disait Éric Revel. Toute la difficulté des Républicains aujourd'hui et de garder à la fois cette responsabilité gouvernementale, parce Bruno Retailleau l'a dit à plusieurs reprises, il dit « je suis là parce que moi je suis responsable de mon pays ». Ça c'est la première question. Et en même temps, il est membre d'un parti qui va préparer la rupture. Donc voilà, cette position, elle est extrêmement difficile à tenir, je le reconnais. Néanmoins, ce qu'on peut reconnaître à Bruno Retailleau, c'est d'avoir su réunifier l'ensemble de cette famille politique, d'avoir su se faire identifier comme un des principaux ministres de ce gouvernement, et d'être, quand on regarde tous les sondages d'opinion aujourd'hui, celui qui serait le plus à même de porter les intérêts des Républicains à l'élection présidentielle. Donc moi, je fais juste ce constat-là. Je peux comprendre que M. Wauquiez cherche un peu un trou de souris pour on l'avait vu pendant la campagne des Républicains, un peu ces paroles un peu extrémistes, je vais envoyer les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon, il va loin quand même dans ce populisme. Moi je lui avais reproché ce populisme un peu facile. Et pourquoi? Parce qu'en fait les Français sont pas des idiots. C'est-à-dire qu'en politique, à un moment, il faut dire la vérité, il faut arrêter d'être de dire un peu tout et n'importe quoi. La parole publique a du sens. Oui. Voilà. Et je trouve que Retailleau, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, lorsqu'il s'exprime, on le sent responsable. Et on le sent habité de cette mission. Quoi pour faire le buzz. Oui, donc je pense qu'aujourd'hui, les Français ont aussi besoin d'hommes et de femmes politiques qui soient sérieux, qui soient responsables, parce qu'il faut recréer cette confiance.
Il n'y a plus de confiance aujourd'hui entre le monde politique national et une majorité de la population. Et il faut du sérieux. Est-ce qu'accorder la confiance à un gouvernement qui a précipité le chaos et qui nous emmène droit dans le mur, est-ce que finalement c'est être responsable, ou est-ce que la responsabilité, ce n'est pas justement provoquer des élections législatives pour abattre les cartes et appeler à la démission de M. Macron? Parce que si on en est dans cette situation dans notre pays, c'est bien que M. Macron a tout bousillé, aussi bien nos institutions que le jeu politique. C'est comme ça la réalité. C'est un autre sujet, ça c'est un sujet de temporalité. Et en effet, est-ce qu'on peut échapper à une dissolution dans les mois qui viennent? Moi, je me mets à la place de l'électeur de droite qui attend peut-être autre chose de M. Retailleau sur cette question précise, alors que c'est quelqu'un de formidable. Marine Le Pen, juste ce matin, a déclaré que le Rassemblement national appelle à une dissolution ultra rapide. Il a raison. Oui, mais il faut quand même rappeler la raison pour laquelle Bruno Retailleau est au gouvernement. C'est précisément pour essayer de limiter la casse et de limiter le chaos dans lequel M. Macron nous a précipités. C'est ça la réalité. Si les LR sont au gouvernement, c'est aussi pour faire barrage complet à l'extrême gauche qui nous menace. La raison initiale de la présence des LR au gouvernement, c'est celle-là. Donc voilà, moi j'aimerais que mon parti soit y ait un petit peu plus d'unité et un petit peu plus de sens des responsabilités. Et je trouve que dans cette idée-là, Bruno Retailleau incarne ce que nous attendons. On est dans le temps de la responsabilité, on n'est pas encore dans le temps de la rupture. Voilà. Elle va venir, le temps de la rupture. Elle va venir très vite et nous sommes ceux qui l'appelons de toutes nos forces. Oui. Vous pensez qu'il va se passer quoi, Éric? Moi, je pense qu'on ne peut pas échapper à une dissolution. Je vous le dis comme je le pense, parce que de toute façon, il peut nommer qui il veut, il faudra présenter un budget, le budget sera censuré, sera retoqué, etc. Maintenant, quand vous regardez les sondages, sauf si cataclysme, front républicain, dur, le Rassemblement national, dans les sondages, s'il y avait dissolution, augmenterait son nombre de députés. Bon, donc si c'est le cas, est-ce que Emmanuel Macron appelle Bardella ou Marine Le Pen à Matignon? Et si c'est le cas, ma chère Alexandra, ou alors Bruno Retailleau conceptualise l'union des droites, mais je vois pas comment il peut être ministre de l'Intérieur d'un gouvernement avec un Premier ministre RN. Je fais beaucoup de si. Donc si vous voulez, j'ai du mal à voir que Bruno Retailleau soit le prochain ministre de l'Intérieur de Bardella ou d'Olivier Faure. Vous voyez, dans les deux cas de figure, ça me semble compliqué. Ou alors vous faites l'union des droites à LR et puis vous faites ce qu'a fait Ciotti, c'est-à-dire que voilà, vous tendez la main au RN et vous devenez une passerelle, j'en sais rien. Mais si vous voulez, voilà, maintenant, j'ai pas nié le fait que Retailleau faisait un bon boulot. Ouais. Bon, même si on sent qu'il est parfois plus dans la communication que dans l'action, qu'il se fait retoquer par le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel. Là aussi, c'est un sujet fort. C'est-à-dire, dans le cadre de la Constitution française, comment est-ce qu'on fait face avec une Constitution qui date de l'après-guerre à des problèmes qui sont aujourd'hui... Pardon Valérie. Non, qui sont aujourd'hui... qui sont aujourd'hui nouveaux et qui sont en train d'écrouler la société française. Voilà, soyons optimistes. On se retrouve dans un instant pour l'émission Média. On va parler de Céline Dion. Vous l'aimez bien, Éric? Non, vous nous faites pas, vous faites Serge Lama, mais vous chantez Céline Dion? Alors moi, je suis tombé en arrêt un jour devant une chanson de ce chanteur canadien qui est décédé, dont j'ai oublié le nom, avec... Montez plus haut. Vous voyez pas à quoi je fais allusion? Comment s'appelle cette immense chanteuse canadienne? Ginette Renaud. Ginette Renaud, Céline Dion et un chanteur où Montez plus haut, tu as lâché ma main, etc. Mais écoutez ce truc, c'est hallucinant. Bon, on parlera de Céline Dion. Première interview exclusive ce soir sur M6. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.